Bon, les gars, il y a pas longtemps je parlais avec un ami de ce livre, La place de l'étoile de Patrick Modiano. Alors, si vous ne connaissez pas Modiano, sachez que c'est un auteur contemporain plutôt populaire qui a décroché le prix Nobel de littérature en 2014. Il est l'auteur d'un sacré paquet de romans qui se passent tous plus ou moins pendant l'occupation à Paris ou dans les années qui suivent ces sombres événements. Donc, bien sûr, Modiano c'est une lecture qui a tout pour plaire aux boomers puisqu'elle leur rappelle leur enfance et des carabistouilles des Germains en costume Hugo Boss qui ont bercé leur jeunesse. Et partant de là, La place de l'étoile, qui est un roman que j'ai vraiment bien aimé, il vous raconte les pérégrinations mentales d'un personnage complètement fou qui se prend pour un assez particulier. Comment Salomon, c'est... Et très ami avec des personnages pour le moins controversés. C'est donc un roman très provoqué, assez railleur. Et vous savez quoi? Ce dont on s'est aperçu en discutant avec mon pote, c'est que ce livre, aujourd'hui, il est caviardé. Ouais, caviardé, censuré, censurax 3000. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Il manque des paragraphes entiers et depuis 1975, à chaque réédition, des petits bouts de texte ont été discrètement retirés. Alors cette fâcheuse tendance à trafiquer les textes et à ne pas le mentionner, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne avec Voltaire et son dictionnaire philosophique ou avec Agatha Christie et ses 10 petits flageolets, voire même sur le super compte Insta du Hussard que je vous invite à rejoindre avec Roald Dahl qui se fait purger par le progrès en ce moment même. Ok, tout ça vous le savez, mais comme certains d'entre vous continuent à nier ou à minorer le problème, je pense qu'il n'est pas inutile d'en remettre une couche ici. Parce que là, avec Modiano, on parle d'un auteur contemporain, encore vivant et même encore en activité. Donc voir que le texte se fait progresser alors que son auteur est encore parmi nous et couvert d'honneur qui plus est, c'est assez intéressant. Du coup, zou, faut qu'on discute de tout ça. Alors que raconte ce petit bouquin énigmatique qui, malgré son frêle gabarit, a réussi à catapulter son auteur dans la cour des grands bonshommes littéraires? En quoi son propos sulfureux et incorrect a-t-il pris, avec le temps, une tournure et une connotation qui déplaisent à certaines personnes? Et lesquelles? Et est-ce que je vous recommande d'intégrer ce livre à votre bibliothèque avant qu'il n'ait été réécrit jusqu'à ressembler à un pastiche de Oui Oui Fit Winnie l'ourson? On voit ça ensemble. Abonnez-vous, likez, activez la cloche pour continuer à voir mon contenu quand YouTube décide de cacher mes vidéos. Passez sur les réseaux sociaux de votre serviteur pour ne rien rater des futurs épisodes. Et puis, si vous voulez vous mettre à l'abri de la censure tout en accueillant de bons textes dans vos rayonnages, je vous recommande très fortement de passer faire un tour sur La Giberne, la maison de votre serviteur dont le lien est en description. Vous connaissez les bails, Pays réel, le premier roman et énorme banger de la maison est déjà dispo et vous êtes nombreux à l'avoir apprécié. Alors dépêchez-vous de foncer dessus, le livre suivant arrive bientôt, mettez-vous à jour sans attendre. Allez, fin de l'instant promo, on part à la découverte de Momo les Carabistouilles, générique. Bon alors La place de l'étoile c'est un roman de Patrick Modiano paru chez Gallimard en 1968, funeste millésime, et c'est un texte qui est plutôt dur à résumer puisqu'il consiste en une longue digression intérieure, celle d'un narrateur complètement siphonax. Mais genre vraiment quoi. Le mec est un perché de compétition, vous êtes prévenus. Notre narrateur il s'appelle Raphaël Schlemilovitch. Corinne, ça vous irait très bien. Et comme son nom vous l'indique, c'est un de qualité mezouza à la maison. J'ai une mezouza à la maison. C'est Menachem Mashiach. Né juste après la Seconde Guerre mondiale, comme Modiano, on va en reparler, Schlemilovitch, que je vais juste appeler Raphaël désormais, sinon c'est relou à prononcer, il est complètement hanté par les événements qui ont précédé sa naissance et il a développé une sorte de trouble paranoïaque qui lui fait vivre son existence de façon hallucinée et en décalage complet avec la réalité. Par exemple, Raphaël, il est persuadé d'être un proche de personnalités qui ont goulûment pompé la team Kartoffel à l'époque du petit moustachu, comme Maurice Sachs, un écrivain et turluteur vichiste de haute volée, avec qui il pense même vivre en colocation. Vous trouvez ça bizarre? Attendez la suite. Après avoir recroisé la route de son père, Raphaël, qu'on va juste appeler Raph pour gagner du temps, il hérite de la fortune colossale d'un oncle et s'inscrit en prépa littéraire à Bordeaux. Parce que, pourquoi pas. Là, il prend la défense d'un prof pétainiste appelé De Bigorre, avant de rencontrer Lévi Vendôme, un aristocrate qui gagne sa vie comme gros Mac en trouvant du travail à un sacré paquet de zoulettes des environs. Vous mettez tous les deux en mini-jupe? On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Raph devient donc rabatteur pour Lévi Vendôme, puis s'expatrie à Vienne, où il s'imagine être devenu un ami proche de Heydrich et de ce mec que j'ai pas le droit de nommer sur YouTube, tout en entretenant une liaison adultère avec une certaine Eva Braun. Vous êtes toujours là? Alors gardez la pêche, on a bientôt fini. Un dernier petit effort. Assez soudainement, Raph se retrouve en Israël, où il est interné dans une sorte de version Kippour et falafel d'un camp de prisonniers germaniques. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Fin de partie? Pas du tout. À ce moment précis, le narrateur se retrouve sur le divan d'un psy viennois, qu'il prend pour Freud au passage, et on comprend pour de bon que le gars est complètement dérangé et raconte une histoire sans queue ni tête, sur laquelle il ne faut pas s'esquinter les méninges à produire trop de logique. Voilà. Mon dieu, qu'est-ce que je viens de lire? Bah franchement, je sais pas, mais c'était cool. Ouais, clairement, c'était vraiment cool. Ce roman, il part dans tous les sens comme un poulet sans tête, il met en scène des personnages qui ne se sont jamais croisés et n'auraient jamais pu se croiser, il se moque complètement de la chronologie, il dézingue le concept même d'intrigue et de personnages suivis, mais contre toute attente, ça marche bien. Ça marche même très bien. Et ça,
ça, c'est notamment le fait du style de Modiano. Dans La place de l'Étoile, on est en présence d'une langue très provocatrice, très loin de toute censure ou de toute autocensure. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! À un tel niveau que pour une fois, je vais carrément vous citer un petit passage, histoire de vous faire comprendre l'ampleur de cette affaire. C'était le temps où je dissipais mon héritage vénézuélien. Certains ne parlaient plus que de ma belle jeunesse et de mes boucles noires, d'autres m'abreuvaient d'injures. Je relis une dernière fois l'article que me consacra Léon Rabattette dans un numéro spécial d'Ici la France. Jusqu'à quand ce promènera-t-il impunément ses névroses et ses épilepsies du Touquet au Cap d'Antibes, de la Baule à Aix-les-Bains? Je pose une dernière fois la question, jusqu'à quand les métèques de son espèce insulteront-ils les fils de France? Jusqu'à quand faudra-t-il se laver perpétuellement les mains à cause de la poisse? Ok. Vous voyez ce genre de provoque, de mots sulfurés de personnages connus ou pastichés comme Rabattette qui renvoie ici à Lucien Rebatté, un grand écrivain qui collabora tellement activement qu'il devait avoir 3 litres de spoutre bavarois dans la gargante quand les Américains le capturèrent? Et ben voilà, c'est ça tout le long du livre. La place de l'Étoile, c'est un roman d'une érudition assez folle où se croisent Céline, Rebatté, Proust, Montaigne, Fitzgerald ou Freud, aux côtés de dignitaires politiques dont les noms, d'ordinaire, figurent aux pages Procès de Nuremberg de votre manuel d'histoire. C'est donc une lecture doublement intéressante. D'une part, elle vous montre vraiment à quoi peut ressembler un roman déconstruit, et puis d'autre part c'est un vrai petit jeu de pistes littéraires avec des passages pastichés de Céline ou de Rebatté. Des amis sérieux, comme d'habitude. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, ce bouquin c'est aussi une introduction, voire même un résumé de toute l'œuvre de Modiano. Et c'est là que ça devient encore plus édifiant, venez par là. Patrick Modiano, il est né en juillet 1945, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, mais il a toujours été obsédé par l'époque qui a précédé sa naissance. Et quand je dis obsédé, dites-vous que c'est un gros euphémisme. Tous ces bouquins, ils tournent autour des questions de collaboration, de milieux mafieux et interlopes des années 40-45, des réseaux clandestins et des résistants, et tous ces livres, ils mettent aussi en scène des personnages qui ont un passé brumeux et une façon de rechercher la vérité sur leur compte très incertaine et lacunaire. Et ces éléments, ils se répètent à un tel point dans les bouquins de Modiano que franchement, j'ai envie de dire, si vous en avez lu un, vous les avez tous lus. Et c'est pas forcément un mal, hein. Moi j'ai beaucoup aimé Rue des Boutiques Obscures par exemple, qui avait obtenu le prix Goncourt 78, mais faut bien reconnaître que c'est la même limonade que La place de l'Étoile. Là aussi on a un narrateur au passé peu clair, qui s'entoure de personnages plutôt suspects et qui cherche à retrouver la mémoire sur son histoire à travers une petite enquête plus décousue qu'une interview de Modiano lui-même, l'homme qui ne finit jamais ses phrases. Regardez. Quel est le processus à l'œuvre dans votre écriture? Oui, c'est-à-dire c'est toujours... parce qu'évidemment c'est très difficile de parler d'une manière lucide de ce qu'on écrit, parce que ce qui est terrible aussi, c'est que ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on ne peut pas être le lecteur. Évidemment... D'accord, faisons comme ça. Bon alors oui, Modiano c'est toujours la même chose, mais ce qui est intéressant à noter c'est surtout que c'est son histoire à lui qui revient en boucle. Parce que vous allez le voir, les rapprochements entre Raph, le narrateur de La place de l'Étoile, et Patoche la bafouille, ils sont quand même légion. Ils sont tous deux fils de notables enrichis grâce au marché noir, ils sont tous deux délaissés par leur mère, ils sont tous deux en prépa littéraire à Bordeaux, ils sont tous deux passionnés de littérature, ils sont tous deux entourés de gens étranges qui avaient un emploi du temps suspect au moment de la bataille de Stalingrad, etc. etc. Je vais pas tout vous lister, on s'en sortirait pas, mais clairement il y a beaucoup à dire sur les liens qui unissent le narrateur à Modiano. C'est donc encore plus étrange que le texte du roman soit modifié et raccourci au fur et à mesure des rééditions, parce que La place de l'Étoile c'est un roman largement provocateur sur plein d'aspects, avec plusieurs fois des propos sur les carabistouilles allemandes ou le petit moustachu qui dépasse franchement et volontairement les bornes, et ça, c'est vrai, ça peut choquer. Mais dans le même temps, il s'agit là de propos tenus par un narrateur fou, dans un roman plus épileptique qu'un rageux devant mes vidéos Deutsche Qualität, le tout étant écrit par un type lui-même du côté de son père. On pourrait donc se dire qu'il y a là une sorte de jurisprudence Zemmour. Quand vous êtes vous-même de la partie, vous avez plus de marge de manœuvre pour dire 2-3 dingueries. Et bah, pas tant que ça finalement. Tenez, prenez ce passage dans La place de l'Étoile par exemple. Les n'ont pas le monopole du martyr. On comptait beaucoup d'Auvergnats, de Périgourdins, voire de Bretons à Dachau. Pourquoi nous rebattit-il les oreilles avec le malheur? Oublie-t-on le malheur Berrichon, le pathétique Poitevin, le désespoir Picard? Ça, en 1968, lors de la parution du volume, ça ne choquait personne. Et il semblait normal à tous les lecteurs de considérer que la souffrance des uns et des autres, pendant la guerre, était à mettre au même niveau. Et si le ton était de toute évidence polémique, on mettait cela sur le compte de la littérature et des expérimentations verbales dont la jeunesse chevelue et turbulente des 60s était coutumière. Mais à partir de 1985, ce passage disparaît des rééditions. Et petit à petit, d'autres bouts vont sauter aussi, comme la préface de la première édition, par Jean Caux, ou des petites saillies particulièrement provocantes de l'auteur sur les kibbutz. Ça va mal tourner cette histoire. Et c'est là que ça devient assez épatant. Quand Modiano a achevé ce livre en 67 et a obtenu l'accord de Gallimard pour publication, la guerre des 6 jours a éclaté. Alors, pour ceux qui l'ignorent, la guerre des 6 jours, c'est un conflit qui a opposé et 5 pays arabes, Jordanie, Iran, Égypte, Liban et Syrie, du 5 au 10 juin 67. Et là, je sais que ça va rager en commentaire à base de « Gna gna gna, c'est les Américains », mais je suis obligé de le rappeler, la guerre des 6 jours, c'est la plus grosse et la plus humiliante victoire
sur le monde arabe, c'est quand même l'histoire d'un petit pays de rien du tout, au milieu du désert, qui existe depuis 20 ans seulement et qui termine on the floor, une coalition de gros bédouins solides, en tellement peu de temps que les gonzes, à la fin, ils étaient à l'heure comme si de rien n'était pour le début du Shabbat suivant. Donc, ce que ça veut dire cette histoire, c'est que lâcher des petites dingueries sur une certaine communauté en 68, dans le sillage d'un choc profond de l'opinion publique, ça passe beaucoup mieux que de répéter la même chose en 2020, à une époque où tout le monde a perdu le sens de la chose politique et où les carabistouilles entre sémites du Proche-Orient en touchent une sans faire bouger l'autre aux Français moyens en voie de quacoubéisation avancée. Parce qu'en 1967, mine de rien, on parle quand même d'une époque où t'avais des bombardiers qui rasaient des villes syriennes, des barbelés au milieu du désert et des blessés à l'arme lourde à quelques encablures de l'Europe. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc ne nous mentons pas, ça devait hystériser un peu le débat cette situation. Et un gonze comme Modiano, s'il se pointe là-dessus avec son roman complètement à contre-temps pour discuter du bien fondé de la repentance post-45, c'est presque étonnant qu'il ait survécu. Et même plus que survécu d'ailleurs. Le gars, c'est le prix Nobel de littérature 2014. On peut difficilement faire mieux en termes de reconnaissance mainstream. Ce que je trouve intéressant dans cet exemple en fait, c'est qu'il illustre bien comment la liberté d'expression s'est atténuée depuis les années 80. On est vraiment passé d'un monde où tout pouvait être dit, quitte à choquer l'opinion et provoquer des débats enflammés, à un monde où certains propos sont jugés intolérables, y compris des propos qui passaient crème auparavant. Alors là-dessus, vous aurez peut-être l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais ce qui peut sembler familier, voire banal dans le domaine journalistique ou politique, on pourrait se dire que c'est moins prégnant dans le domaine littéraire, qui touche tout de même moins de personnes, et puis surtout des personnes souvent plus réfléchies. Bah, finalement, même pas. Alors oui, il a toujours existé de la censure et des tabous à toutes les époques, et il suffit de jeter un œil à la biographie de Céline pour voir qu'en 45, vous aviez déjà des infréquentables en France. Mais ce qui a changé finalement, c'est moins la nature des tabous que leur ampleur. Parce qu'à l'heure des diffusions de masse et des produits culturels facilement accessibles, on pourrait croire que les opinions seraient plus libres. Sauf qu'avec la censure des réseaux sociaux qui brident certains mots ou certains sujets, et puis avec le recul des capacités de réflexion et de nuance des clampins biberonnés à TF1 ou TikTok selon leur génération, c'est tout le contraire. Le champ des sujets, des opinions et des nuances se rétrécit comme le pouvoir d'achat des Français après 76% d'augmentation du coût de l'électricité, et rien, pas même les livres, n'est épargné. Et dans le cas de Modiano, ce n'est même pas l'éditeur qui a supprimé les passages, mais, semble-t-il, l'auteur lui-même, soucieux de se plier à la morale de son temps et aux injonctions de son milieu. Alors, est-ce que je vous recommande La Place de l'Étoile? Oui, clairement. Est-ce que je vous recommande Modiano? Oui, aussi. Tous les liens utiles sont en description, vous devriez foncer avant qu'il caviarde encore des petits bouts au prochain tirage. Mais si vous en avez l'occasion, chinez donc une version originale du texte. Vous retrouverez un peu de la liberté d'antan, ce sera encore plus cool. Aujourd'hui, j'espère vous avoir définitivement ouvert les yeux quant à la raréfaction de l'intelligence et l'explosion des interdits qui frappent le monde du livre. Je tiens tout de suite à le préciser, j'ai parlé ici du rapport entre Modiano et la team Mezouza, mais que ça ne vous serve pas d'excuse pour balancer des saletés en commentaire. Parce que si vous voulez parler de censure plus active, il suffit de regarder du côté du wokistan actuel pour réaliser qu'au fond, c'est sur un autre continent qu'il faut aller trouver les germes de nos problèmes sociétaux actuels. Si vous voulez lutter contre la censure et l'aseptisation de la littérature, passez donc prendre votre pays réel sur le site de la Giberne, vous encouragerez un beau projet tout en remplissant votre bibliothèque de livres d'éther. Alors franchement, vous attendez quoi les gars? Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, likez, passez sur les réseaux sociaux et pensez au Tipeee si vous voulez encourager mon travail, je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Ce sont vos petits dons, mis bout à bout, qui aident à pérenniser ma chaîne et en cas de monétisation qui saute ou de carabistouille de l'algorithme YouTube, et croyez-moi, ça arrive bien souvent, ce genre de soucis, eh bien je ne peux m'en remettre qu'à votre générosité. Alors, merci encore. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars.